Salam alaikum. Bonjour à tous. Je vais donner aujourd'hui la deuxième partie de la solution de cet examen que j'ai commencé. J'ai commencé la solution il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous allons donner la solution de l'exercice numéro 3, donc qui fera la deuxième partie de cette solution. Alors voici cet exercice numéro 3. On considère l'espace des fonctions continues de 0, 1, l'intervalle 0, 1, vers R, que nous notons E, et on note G son sous-espace vectoriel des fonctions de classe C1. On munit E de cette norme l'infini, définie ainsi, comme vous voyez. Alors je rappelle que E est un espace de Banach, et on donne cet opérateur T, ou c'est une application linéaire, donc définie de E vers E par T de F égale grand F, où F est la primitive de petit f qui s'annule au point 0. Dans la première question, on nous demande de montrer que T est continu, injectif, et on nous demande de calculer la norme de T. Nous avons la linéarité, alors pour montrer la continuité, nous allons prendre un f appartenant à E, un petit f appartenant à E, et nous allons majorer la norme de T de F par une constante fois norme de F. Alors, on a T de F de X, donc valeur absolue est égale à la valeur absolue de cette intégrale. Et ceci est inférieur à l'intégrale de la valeur absolue de F de T. Chaque F de T est majoré par le sup des F de T, c'est-à-dire cette norme de F. Et donc, on peut dire que ceci est inférieur, alors si on peut écrire, donc ceci sera inférieur à l'intégrale de 0 à x, mais comme ce nombre est positif, donc on peut l'étendre jusqu'à 1 d de t. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est norme de f. Ainsi, nous avons montré que pour chaque x, cette quantité est inférieure à la norme de f. Je passe au sup quand x parcourt 0,1 et je trouve donc norme de t de f est inférieure à norme de f. Ça plus la linéarité de t montre que t est un opérateur continu et sa norme est inférieure à 1, puisque nous avons ici 1 fois cette norme de f. Bien, je veux montrer que norme de t est égale à 1. Pour cela, je prends l'élément f0 de E qui est la fonction identiquement égale à 1 sur tout l'intervalle 0,1. Sa norme l'infini, clairement c'est petit 1, c'est 1 tout simplement. TF0 de x, si vous calculez cette image pour f0, vous trouvez x, pour tout x appartenant à 0,1, et la norme de t de f0, c'est le sup de x lorsque x, c'est le sup de valeur absolue de x, qui est d'ailleurs positif, quand x parcourt 0,1, et on trouve 1. Avec ces données-là, nous allons pouvoir montrer l'inégalité dans l'autre sens. Norme de f. Alors, norme de t, pardon, d'après la définition de la norme d'un opérateur, je peux utiliser cette définition qui utilise le sup sur la sphère, donc le sup de norme de t de f, des images, en norme, lorsque f parcourt la sphère unité de E. Et parmi les éléments de la sphère unité, il y a ce f0, comme nous l'avons signalé, et donc ceci sera supérieur à la norme de t de f0, qui est égale à 1, comme nous l'avons signalé dans cette ligne-là. Voilà. Donc, ainsi, nous avons démontré l'inégalité réciproque de cette inégalité-là, et donc on a l'égalité. En conclusion, norme de t est égale à f. Norme de t est égale à 1. Bien, alors nous avons montré la continuité, nous avons calculé la norme, il nous reste à montrer que t est injectif. Pour cela, et du fait que t est linéaire, il suffit de montrer que t de f égale à l'élément nul, la fonction nulle θ, implique f est égal à la fonction nulle θ.
donc si vous prenez f tel que t de f égale à θ, alors f est forcément nul. Supposons que t de f égale θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont les mêmes images. Alors l'image de t de f, c'est ça. Et l'image de θ, c'est 0. Ceci pour tout x dont 0, 1. Vous dérivez, hein, vous pouvez dériver sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et donc ça vous donne f de x égale 0 pour tout x dont 0, 1 ouvert. Et avec la continuité de f, n'oubliez pas que f est dans E, qui est l'espace des fonctions continues sur 0, 1. Alors on aura f est nul. Donc en dérivant la relation 3, et sachant que f est continu, on obtient f est égal à 0. Vous dérivez ça, vous trouvez f égale, la dérivée de 0, c'est 0 quel que soit x, donc c'est la fonction θ. Ainsi, nous avons démontré l'injectivité de l'opérateur t. Alors maintenant, nous allons voir quelle est la deuxième question. La deuxième question, c'est déterminer l'image R de t. Donc R de t, c'est l'image de t, c'est cette notation que j'ai l'habitude d'utiliser. T de f, d'après sa définition dans l'énoncé, c'est la primitive de f qui s'annule au point 0. Et f est une fonction continue, puisque t, son espace de départ, c'est E. Une primitive d'une fonction continue, évidemment, c'est une fonction de classe C1. Et comme c'est la primitive qui s'annule en 0, donc cette primitive vérifie t de f de 0 égale 0. Alors, c'est pour ça que nous avons ainsi démontré que R de t, chaque est inclus dans cet espace. Les éléments de classe C1, G dans l'énoncé C signifie l'espace des fonctions de classe C1. Donc, nous avons dit que t de f est une primitive qui s'annule au point 0. Donc, c'est un élément de classe C1. Et donc, si je considère cet espace, t de f, quel que soit f dans E, appartient à cet espace. Et donc, R de t est inclus dans cet espace que j'ai noté H. Je dis un espace parce que c'est un espace vectoriel. On peut le définir directement, on peut le montrer directement, mais on va le démontrer implicitement en montrant que R de t égale à H. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans ce que nous avons fait à l'instant? Nous avons montré l'inégalité dans ce sens. Nous allons montrer l'inégalité dans l'autre sens pour avoir l'égalité. Alors, je prends un élément de H, c'est-à-dire une fonction de classe C1 qui s'annule au point 0. Je considère sa dérivée et je calcule l'image. Alors, sa dérivée, c'est un élément de E. Pourquoi? Parce que G est de classe C1. Son image, d'après la définition de l'opérateur T, c'est ça. T de G' appliqué à n'importe quel X dans 0,1, voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Mais cette inégalité, d'après le cours d'intégration élémentaire, nous avons, c'est G de X moins G de 0. Or, G est dans grand H, et grand H, ce sont les éléments qui sont de classe C1 qui s'annulent au point 0. Donc, ce G0, je le barre, et qu'est-ce que j'ai? T' de G appliqué à X égale G de X, quel que soit X. Ce qui veut dire que T de G' est égal à G. Ainsi, j'ai montré que chaque élément de H admet un antécédent. Et donc, H est inclus dans R de T. Ça répond à cette inclusion et on a donc l'égalité. Voilà pour démontrer que R de T, c'est ce que je définis ici. Voilà, explicitement, l'image R de T. C'est cet espace H. Alors, ceci, c'est la réponse à la deuxième question. Troisième question, déterminer explicitement l'opérateur T-1 qui va de R de T vers E et montrer qu'il n'est pas continu. Alors d'abord, pourquoi ce T-1 existe? Nous avons vu que T est injectif dans la première question.
Et si vous l'appliquez sur R de t, donc ça devient une application de E vers R de t bijective. Donc, comme elle est linéaire, alors son inverse est aussi une application linéaire. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de montrer que ce n'est pas continu. Alors, quand on vous dit déterminer explicitement, on l'a fait dans la deuxième question. Lorsque pour un élément G, nous avons trouvé que son antécédent, c'est G'. Donc, T-1, c'est l'application qui, à G, fait correspondre G'. Nous allons regarder la suite de la solution de la question 3. Alors, tout ça, ce que je dis ici, je l'ai déjà expliqué oralement. Donc, T-1 de G, c'est G'. Quel que soit G appartenant à R de T, et montrons que T n'est pas continu. T, c'est un opérateur qui a une fonction associe sa dérivée. Non, pardon, T-1, c'est un opérateur qui, à G, associe sa dérivée. Cet opérateur est connu en analyse fonctionnelle pour trouver un exemple d'un opérateur qui n'est pas continu, et même qui vérifie le théorème du graphe fermé, quand on a dans certaines situations. On a déjà utilisé cet opérateur dans des exercices, des solutions d'examen, plusieurs fois. Alors, ce que je veux montrer, c'est qu'il n'est pas continu. Donc, je prends une suite dans l'espace de départ, R de t, puisque t-1, il va de R de t vers E. Voilà la suite que je choisis. Elle est bien dans R de t. Pourquoi? Parce qu'elle est de classe C et elle s'annule. Elle s'annule au point 0. Cette suite, Fn, ainsi définie, donc son image par T-1, c'est la suite des dérivées, phi'(n). Voilà. Donc T-1 de phi n appliqué à x, c'est x à la puissance n-1. Maintenant, norme de phi de n dans R de t, qui est munie de la norme sup. La norme, c'est 1 sur n, le sup, ici. Pour x dans 0,1, c'est 1 sur n. Pour l'image, le sup de x-1, lorsque x parcourt 0,1, n appartient à n étoile, donc ceci a un sens. Le sup, c'est 1. Voilà ce que nous avons. Bien. Alors, ceci nous permet de dire que phi1 tend vers la fonction nulle, parce que lorsque une norme d'une suite tend vers 0, la suite tend vers 0. Donc ici également, le 0 ici, c'est la fonction nulle, c'est l'élément neutre dans E. Donc ceci implique phi de n tend vers θ. Mais T-1 de phi n ne tend pas vers θ. Pourquoi? Parce que T-1 de phi de n en norme est égal à 1. Donc devrait tendre en norme vers 1. Si T-1 de phi n avait comme limite θ, la norme aurait comme limite quoi? 0. Ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, nous n'avons pas ceci. Or, si nous voulons la continuité, il faut que si phi de n tend vers la fonction nulle, T-1 de phi n doit tendre vers l'image de la fonction nulle par T-1 qui est la fonction nulle elle-même. Et ça, on ne l'a pas. Donc, T-1 n'est pas continu. Alors maintenant, nous allons terminer la solution de l'exercice en répondant à la question numéro 4, qui demande une conclusion de cet exercice, c'est-à-dire une conclusion de ce que nous avons vu dans les questions 1, 2 et 3. La première conclusion, c'est que R de t, muni de la norme sup, la norme que nous avons considérée dans tout l'exercice, cet espace n'est pas un Banach. Alors, R de t, évidemment, c'est un sous-espace vectoriel de E, puisque t est une application linéaire de E vers E. Dans les hypothèses, nous avons E, muni de cette norme sup, est un Banach. Nous avons montré que t est injectif. Par conséquent, quand on considère t de E vers R de t, nous avons une application linéaire, bijective, continue. Tout ça, nous l'avons montré. Donc, et parce que nous avons montré que t est injectif. Donc, nous avons tous les ingrédients pour utiliser le théorème d'isomorphisme de Banach, sauf peut-être R de t, mais cette norme-là, on n'est pas sûr.
Alors, le théorème d'isomorphisme de Banach dit, si on a la linéarité, la continuité, la bijectivité entre deux espaces de Banach, l'application T-1 est continue. Or, ici, nous avons montré que T-1, justement, n'est pas continu. Donc, ce qui manque, c'est ça. R de T minus de la norme l'infini n'est pas un Banach. Voilà donc cette conclusion, de laquelle nous pouvons déduire que R de T n'est pas fermé dans cet espace. Parce que E est un Banach. Si R de T était fermé, il serait aussi un Banach. Alors donc, voilà, en utilisant le théorème d'isomorphisme de Banach, nous arrivons à montrer que R de T muni de la norme sup n'est pas un Banach et par conséquent n'est pas enfermé dans E. Ça, c'est la première conclusion. Nous avons une autre conclusion. G muni de la norme sup n'est pas un Banach. G, c'est l'espace des fonctions de classe C1 de 0,1, l'intervalle 0,1 vers 1. Alors, pourquoi il n'est pas un Banach? Alors, R de T, comme vous savez, nous avons montré dans une question précédente que c'est l'ensemble des éléments de grand G, donc les fonctions de classe C1, qui s'annulent au point 0. Et donc, R de T se présente comme le noyau de cette application delta 0 qui est l'application qui a petit g dont grand G associe sa valeur en 0. C'est une forme linéaire, précisément. C'est une forme linéaire. Et elle est continue. Alors, la continuité de cette application ne pose aucun problème, puisque la valeur absolue de l'image, c'est G0, elle est inférieure au sup de f de t en valeur absolue, qui est la norme, l'infini de G. Donc, la continuité, elle est évidente. Et par conséquent, cet espace, le noyau, il est fermé. Il est fermé. Si on suppose que G, muni de la norme sup, est un Banach, nous avons ici R de T est enfermé dans G et par conséquent aussi un Banach. Or, ceci contredit ce que nous avons vu dans la première conclusion. Par conséquent, G n'est pas un espace de Banach. G, l'espace, cet espace-là, n'est pas un Banach pour la norme sup. Il est un Banach pour d'autres normes. Nous allons voir peut-être dans les jours qui viennent d'autres normes qui permettent de voir que G est un espace de Banach. Mais il n'est pas un Banach pour la norme sup. Voilà donc la conclusion principale de notre exercice. Et voilà, nous avons terminé notre séance. Je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité et à la prochaine fois, Inch'Allah.